Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h30 de la Belle Radio et Télévision. D'abord, les titres du journal. Emmanuel Macron, le chef de l'État français, a essayé de marquer les esprits au Burkina Faso. Le chef de l'État français a promis de donner des visas longue durée aux étudiants africains qui souhaitent poursuivre leur formation en France. Et puis au Kenya, le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, dans ses habits de président de la République, il a prêté serment dans un stade de Nairobi. Au Cameroun, nous irons voir comment s'organise l'activité des taxis-motos, les taxis-motos essentiels pour se déplacer dans la capitale économique, Douala. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre si vous arrivez seulement maintenant. On ouvre ce journal par la visite du chef de l'État français Emmanuel Macron au Burkina Faso. Une tournée africaine qu'il a choisi de commencer par le pays des hommes intègres. Emmanuel Macron, lors de son discours à l'université de Ouagadougou, a promis entre autres des visas aux étudiants africains mais qui souhaitent poursuivre leurs études en France, des visas longue durée. Emmanuel Macron a également promis la déclassification des archives liées à la disparition du président Thomas Sankara. Emmanuel Macron qui a aussi promis des relations décomplexées avec les pays africains qui n'ont pas de leçons à recevoir. Au Kenya, à présent, le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, a été installé aujourd'hui après sa prestation de serment. Uhuru Kenyatta, on s'en souvient, a été réélu après que la première élection a été annulée par la Cour suprême pour des irrégularités énormes. Le chef de l'État kényan a promis se comporter en président de tous les Kenyans. La Mauritanie a célébré aujourd'hui le 57e anniversaire de son indépendance, un anniversaire marqué par de nouveaux emblèmes, comme nous dit Alex Blériot Momha. C'est la ville de Kaïdi, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui accueille ce 28 novembre 2017 les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Une commémoration sous de nouveaux emblèmes nationaux, le drapeau et l'hymne national notamment. Pour la première fois donc, le nouveau drapeau vert et jaune frappé de deux bandes rouges horizontales, en hommage au sang versé par les martyrs de l'indépendance, a été levé au son du nouvel hymne national. Il faudra s'y habituer désormais, même si ce changement d'emblèmes nationaux n'a pas fait l'unanimité dans le pays. Le Sénat s'était en effet opposé à ces modifications jugées non prioritaires, mais auxquelles le président Mohamed Ould Abdelaziz tenait absolument. Mais si la grogne des ex-sénateurs et leurs partisans n'a plus grand effet sur la fête à Kaïdi, il n'en est pas de même pour la cité et sa région elle-même, en raison du mécontentement ostensible des populations au sujet de l'enrôlement. L'enrôlement est une opération lancée en 2011 et qui vise à établir un état civil sécurisé grâce à la biométrie. Mais elle est au centre d'une vive controverse de la part de la composante négro-africaine et non-arabe de la Mauritanie qui la juge discriminatoire. À cela ne tienne, comme cadeau d'anniversaire, une centrale électrique éolienne de 100 MW de puissance, la première du genre en Mauritanie, verra le jour bientôt dans le pays. Le coût d'envoi des travaux estimé à 138 millions de dollars américains a été donné mardi à Boulay-Noir, environ 54 km au nord de Nouadhibou. La jeunesse africaine sera au cœur de la rencontre Union africaine-Union européenne qui est prévue de démarrer demain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une rencontre au sommet qui tombe à point nommé, surtout qu'il est question de trafic d'êtres humains en Libye. La jeunesse africaine sera au centre de ce rendez-vous et nos confrères de la CRTV sont là justement à fixer les enjeux. De jeunes Africains vendus comme esclaves ou par milliers rapatriés, c'est le drame des migrants
Actualité brûlante à travers le continent. Les faits et méfaits sont criants. Ils interpellent les leaders d'Afrique et d'Europe. Des réponses sont attendues du sommet d'Abidjan. Ça fait des années que nous sommes en train de dénoncer ce qui se passe en Libye, l'esclavage. Et ça fait des années que nous sommes en train de dénoncer que le problème de l'immigration, c'est aussi de donner des réponses de courte, moyenne et longue durée, mais surtout sur les causes profondes de l'immigration. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des manifestes. Moi, ce que j'aimerais dire et aux dirigeants africains et aux dirigeants européens, mais aussi à la société civile, que ce n'est pas le temps des déclarations, mais c'est le temps d'agir. C'est une honte qu'au XXIe siècle, on assiste encore à l'esclavage. Nous, parlementaires, nous condamnons fermement cet esclavage dans notre temps et nous demandons que non seulement les auteurs de cet acte de vente de personnes soient poursuivis, mais aussi les auteurs de la déstabilisation de la Libye. Parce que nous ne devons pas voir la situation aujourd'hui, nous devons comprendre d'où est venue l'insécurité qui sévit maintenant en Libye et tous les méfaits qui se passent. Migration clandestine. Le phénomène au dénouement souvent tragique demeure, de l'avis des experts et parlementaires, l'une des conséquences d'un environnement socio-économique pas toujours favorable à l'épanouissement jeune. Les ennemis sont connus: chômage, pauvreté, oisiveté. Sécurité, stabilité, deux autres challenges à relever. Pour l'Afrique comme pour l'Europe, il s'avère nécessaire d'accentuer le va-t-en-guerre contre les conflits armés et le terrorisme. Les deux continents ont des préoccupations pour la plupart communes. Union africaine et Union européenne devraient donc s'accorder pour miser sur un développement durable et un avenir stable. La jeunesse, c'est la cible de ce 5e rendez-vous. En Afrique, les moins de 25 ans constituent 60% environ de la population totale. Le trafic des migrants touche de nombreuses personnes sur le continent et ce n'est pas une fiction. Allons maintenant au Sénégal où un Sénégalais, un ressortissant de ce pays, témoigne d'avoir justement un proche qui se trouve pris en otage actuellement en Libye. Boubacar Diatta et 20 autres migrants africains sont retenus dans une prison clandestine en Libye. Des jours sans manger, humiliés, frappés, leur famille dans le désarroi car les ravisseurs demandent une rançon d'1 million de francs CFA pour chaque détenu. Une somme revue à la baisse après les négociations. La famille de Boubacar Diatta, originaire de Bignona au Sénégal, s'exprime sur cette affaire pour la première fois sur une chaîne de télévision. C'est juste le problème de nos frères qui sévit en Libye. Les Sénégalais qui sont en train de torturer en Libye. Boubacar, lui, dans un premier temps, il a voulu voyager, aller en Europe pour aider ses parents. Pour aider ses parents qui sont au village, qui vivent des situations difficiles. Ses parents sont pauvres et bon, lui, il a préféré aller réussir en Europe pour pouvoir satisfaire ses parents. Là-bas, il vit difficilement parce que ça fait presque 3 semaines. Il me dit qu'ils sont torturés, ils ne mangent pas. Oui, on les frappe chaque jour. Bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu un des Sénégalais qui vit en Libye. Lui, il me dit qu'il a ses nouvelles. Il a échappé là où il était. Je lance un appel au gouvernement qu'il puisse nous venir en aide et à toutes les bonnes volontés. Oui, là, nos frères souffrent là-bas, nous aussi on souffre. Je sollicite vraiment une aide auprès du gouvernement. Seul le gouvernement qui peut nous venir en aide et les bonnes volontés. Boubacar Diatta et un autre Sénégalais se sont donc échappés et essayent de rejoindre Tripoli, la capitale libyenne. Leur sécurité n'est toujours pas assurée car ils peuvent être à tout moment capturés et revendus par des coxeurs. Entendez par là les complices des Libyens qui sont pour la plupart des Sénégalais, Gambiens, Ghanéens ou Nigérians. Vous l'avez compris, des Africains qui vendent leurs propres frères africains en Libye. Label TV Radio, Mama Tifal.
Difficile de poursuivre après un tel sujet, mais nous allons continuer tout de même pour parler de l'apprentissage des mathématiques qui pourrait se faire autrement. Une réflexion sur le sujet a réuni des spécialistes à Yaoundé au Cameroun. Nous par enseigner les mathématiques autrement. L'interrogation va alimenter pendant 5 jours l'atelier de formation de 50 enseignants de mathématiques en service dans le Fundi. Le séminaire ouvert ce jour va permettre aux enseignants de changer de méthode d'enseignement à une autre plus-value. Il est connu de tout le monde que les résultats en mathématiques sont très mauvais. Les codes peuvent être multiples, mais il y a aussi que dans nos salles de classe, nous continuons à enseigner les mathématiques comme les ministres du culte le font les dimanches. La plus-value de ce séminaire est justement d'amener nos enseignants à enseigner les mathématiques autrement, en optant pour des façons de faire qui favorisent l'activité de l'apprenant et lui permettent de s'approprier les différents savoirs de façon durable. Les premiers bénéficiaires de ce programme sont les élèves. Tout de même, les enseignants doivent mieux s'imprégner des approches pédagogiques et méthodologiques. Un séminaire comme celui-ci, c'est toujours la bienvenue parce que comme nous l'avons dit tantôt, les mathématiques occupent une place de choix dans le développement d'un pays, donc doté de nouveaux outils. Par exemple, les TIC, l'inclusion de l'approche JAR dans nos activités et des façons d'amener même nos apprenants à bien assimiler les leçons. Avec son programme de formation des enseignants, l'Institut panafricain des sciences mathématiques, en partenariat avec le ministère des enseignements secondaires, dans sa deuxième phase, formera 50 autres enseignants en mathématiques du sous-système anglophone en janvier 2018. Le séminaire, quant à lui, prend fin le 2 décembre prochain. Il n'y a pas de cours à l'université de Yaoundé depuis plusieurs jours et bien sûr les enseignants sont entrés en grève pour exiger la prise en compte de leurs revendications et le recteur de cette université, François Etoy, le professeur François Etoy, après le dénouement de la crise, évoque quand même une certaine manipulation. Il a presque accusé les médias d'avoir menti. Tout ce qui s'est dit. Bon, la première des choses, c'est que vous-même, vous allez d'abord effacer les mauvaises choses que vous avez publiées sur l'université de Douala. D'accord? Qu'il soit entendu que les enseignants avaient des préoccupations qu'ils ont exprimées. Et que dès que nous nous sommes assis, nous avons examiné sans complaisance, sans langue de bois, nos problèmes, nos difficultés. Et nous sommes tombés d'accord qu'ensemble, nous allons méthodiquement trouver les voies et moyens à la résolution de ces difficultés qui sont quotidiennes, qui ne sont pas spécifiques à Douala. Nous n'avons occulté aucun problème. Et la plupart des problèmes avaient déjà des débuts de solutions qui vont être concrétisés dans les prochains jours. Nous avons discuté en toute sincérité dans un vase clos et des échéances ont été proposées. Certains problèmes, notamment la question de l'eau et des toilettes, on nous a donné le début de solutions. Nous avons pu nous rendre à l'évidence à partir de certaines correspondances que ces solutions pouvaient intervenir d'ici demain ou après-demain. D'ailleurs, c'est facile à vérifier. En ce qui concerne le gros du problème, question des bureaux, j'ai personnellement, représentant le syndicat, commencé à travailler avec monsieur le vice-recteur qui est en charge du dossier. Et il me disait encore tout à l'heure de le rejoindre demain pour continuer à peaufiner la question des répartitions. C'est vrai qu'il y a encore quelques points sur lesquels nous devons discuter, mais au sortir de cette séance, voilà ce qu'on peut vous dire. J'attends les prochains jours pour vous dire si effectivement on est totalement satisfait ou non, mais je sais que la République nous a entendus. On reste au Cameroun pour, bien sûr, aborder la situation des taxis-motos. Alors, il n'est pas possible, si vous êtes un visiteur, d'arriver à Douala sans en emprunter,
puisque la circulation est souvent bouchée et ils permettent de se faufiler entre les véhicules. Eh bien, les taxis-motos sont pris en compte désormais par la communauté urbaine de Douala. Allons voir comment s'est déroulée l'identification dans ce sujet de Carole Guissot, correspondante de la Belle Radio et Télévision sur place. La mototaxi, un mal nécessaire dans la ville de Douala. Longtemps détestée et vilipendée, l'activité est devenue un partenaire sérieux du transport urbain dans la capitale économique du Cameroun. Dans le passé, on a toujours pris le mototaximan comme quelqu'un qui n'a rien à dire, comme quelqu'un qui est un égaré. En cause, leur implication et leur responsabilité dans le désordre urbain qui coûte cher à la ville. Il leur est reproché d'être à l'origine de plusieurs agressions de personnes, des accidents graves de la route, du non-respect du code de la route, à l'occurrence les feux stop et les sens interdits. Tenez. C'est un sens interdit. Pourquoi vous le prenez? Parce que on vient juste de le changer quoi. Avant c'était pas un sens interdit. Oui, mais ça fait plus d'un an que c'est un sens interdit. Vous ne lisez pas les panneaux de signalisation? Non, on les lit, mais parfois on est obligé de faire comme ça. Il y a la police devant, c'est un sens interdit. Merci beaucoup. Merci de respecter le code. C'est un sens interdit. C'est un sens interdit, madame. Même vous pouvez le sensibiliser, madame. À l'occasion du séminaire, des chasubles d'identification ont été distribués à chacun des mototaximens des 5 arrondissements que compte la ville de Douala, sur présentation de la carte nationale d'identité. Donc désormais, lorsque vous entrez dans la ville de Douala, vous pouvez très bien identifier la moto que vous prenez et ça fait partie du côté aussi esthétique de la ville. Merci à la communauté urbaine de Douala. Merci à Carole Guissot qui, bien sûr, a eu à un moment à jouer les flics entre les conducteurs de taxi-moto Carole Guissot, entre les conducteurs de taxi-moto et bien sûr les automobilistes. On poursuit ce journal avec un sujet de sport. Le président du Zamalek, un club de football mythique du continent africain, a été élu, mais il est controversé. Rodney Obono, dans ce sujet, tente de nous expliquer les raisons de cette controverse. Souvent décrié comme colérique ou caractériel, c'est selon Mortada Mansour vient d'être reconduit à la tête du mythique Zamalek lors de l'élection de samedi qui l'opposait à Ahmed Soliman. Il est reconduit pour 4 ans avec 23 544 voix contre 16 094 pour son adversaire. Cet ancien magistrat devenu par la suite député est à lui seul un sujet de discorde parmi les supporters. Ses partisans, des membres du club pour la plupart, disent être impressionnés par le travail qu'il a accompli pour développer les infrastructures du Zamalek. Mais d'autres supporters, par contre, espéraient un changement à la tête du club. Avant la dite élection, des anti-Mortada avaient envahi les locaux du Zamalek pour exiger le départ de celui-ci. Une situation qui témoigne d'un certain malaise au sein du club égyptien. De 2014 à nos jours, le Zamalek n'a remporté que la Coupe d'Égypte, une période que certains décrivent comme instable, pour cette équipe qui a connu pas moins de 10 entraîneurs en 3 ans. Le Zamalek du Caire qui a connu une grosse crise, mais qui, comme tous les grands clubs, va bien finir par revenir sur la scène africaine. Les Lions indomptables cadettes du Cameroun se préparent à la Coupe du Monde qui va se dérouler l'année prochaine et nos confrères de la CRTV, nos partenaires, sont allés suivre leur séance d'entraînement avant une rencontre au sommet contre la sélection du Nigeria. Viviane Méfiré a participé au mondial de 2016 en Jordanie. C'est la capitaine des Lions cadettes cette année. Ses coéquipières et elle souhaitent vivement représenter l'Afrique à la Coupe du Monde prévue en Uruguay l'année prochaine. L'entraîneur Stéphane Nzana-Ngono a mis sur pied des stratégies pour déjà vaincre l'Algérie, leur premier adversaire. On a pu récupérer celles qui étaient un peu blessées. Actuellement, les 18 sont prêtes. Nous avons donc travaillé sur la défensive, la conservation de balles, parce que nous sommes à l'extérieur.
et sans oublier la finition et voir comment nous pouvons aller en contre-attaque quand nous allons récupérer le ballon. Pendant un mois, la sélection cadette s'est entraînée ici au stade annexe de Yaoundé dans des conditions difficiles. L'équipe partait de l'hôtel pour le stade en taxi. Même l'équipe junior a les mêmes problèmes que nous. Nous n'avons pas eu un quart depuis la FECAFOOT jusqu'à maintenant, ni moyen pour pouvoir venir au stade. Donc nous nous débrouillons à prendre des taxis pour y arriver. Ce n'est pas facile pour nous de marcher de cette manière-là, mais nous sommes obligés parce que déjà en stage. Malgré tout, les bébés Lyon sont restés concentrés. Premier duel face à l'Algérie ce vendredi, match retour dans 2 semaines. Et en cas de victoire, les Camerounaises affronteront au dernier tour éliminatoire le vainqueur du match Nigeria-Éthiopie. Et pour mettre un terme à ce journal, ce symposium consacré justement au football féminin, un symposium organisé par la Confédération africaine de football. Après le premier symposium post-élection du président de la Confédération africaine de football sur les réformes de la discipline, la CAF a décidé de se réunir à nouveau, cette fois-ci pour traiter de la situation du football féminin africain. À cet effet, le comité exécutif de l'instance fêtière du football continental a mis sur pied une commission d'organisation composée de 6 personnes de 6 nationalités. Cette assise pour le football féminin aura lieu au premier trimestre 2018, probablement au Maroc. Pour Ahmad Ahmad, président de la CAF, il faut tirer les leçons du passé et se dire les vérités. Trop de décisions n'ont pas été prises à temps et les choses doivent changer pour le football africain, tout en ajoutant qu'il faut bannir les pratiques de clientélisme et d'amateurisme. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous de l'information de la soirée sur Label Radio et Télévision. Merci de nous avoir suivis et surtout de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.